Je pense qu'on va pouvoir commencer. On a réussi à mettre bon nombre de participants. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre aujourd'hui pour la présentation des faits saillants sur l'étude de la médiation culturelle et numérique. On a vraiment été touchés et enjoués de voir le haut taux de participation à la présentation de ces résultats. Donc, je suis Caroline Gignac, responsable des stratégies politiques et de la recherche au sein du Conseil québécois du théâtre. Et aujourd'hui, je serai votre hôte pour ce webinaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous donner quelques détails concernant le déroulement de la rencontre d'aujourd'hui, qui va se dérouler donc en 3 parties. En premier lieu, Hervé Guay, professeur titulaire et directeur du département de lettres et communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières, va nous fournir des précisions concernant la genèse du projet de recherche et il va aborder également des définitions de méthodologie et des éléments de définition concrets concernant le projet de recherche. Donc, ce sera l'occasion de mettre la table sur la façon dont s'est construit ce beau projet. Donc, en second lieu, M. Louis-Patrick Leroux, vice-doyen à la recherche à la Faculté des arts et sciences et professeur titulaire dans les départements d'études anglaises et d'études françaises à l'Université Concordia, va nous offrir une présentation sommaire du rapport quantitatif. Suite à la présentation de M. Leroux, il y aura une période de questions et d'échanges qui concernera le rapport quantitatif, donc la présentation qui viendra tout juste de se dérouler. Et en troisième et dernière partie, Marie Beaulieu, professeure titulaire et historienne au département de danse de l'UQAM, va nous renseigner au sujet du rapport qualitatif. Donc, tout comme pour la présentation de M. Leroux, suite à la présentation de Marie Beaulieu du rapport qualitatif, il y aura une période de questions et d'échanges d'une durée d'environ 10 minutes. Mais comme ce sera également la fin de notre webinaire, on pourra, en fonction du moment, du temps qui nous est encore disponible, élargir la discussion de façon plus large. Donc, comme vous avez pu le constater, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. D'une part, on va le rendre disponible au sein des différentes plateformes du réseau, que ce soit du Conseil québécois du théâtre, mais même de l'UQTR ou à ceux qui vont tout simplement souhaiter recevoir l'enregistrement. Il y avait des gens qui n'étaient pas présents aujourd'hui et qui voulaient avoir accès au webinaire. Donc, je vous invite, concernant les périodes de questions et d'échanges, à être courageux si vous le souhaitez, donc à ouvrir votre caméra, à lever la main pour poser vos questions. Et sinon, sachez aussi qu'il est disponible de poser vos questions dans le chat. Aurélie Loret, qui est agente de développement culturel numérique au Regroupement québécois de la danse, va m'épauler dans les périodes de questions et d'échanges. Donc, nous sommes prêts à amorcer ce webinaire. Donc, j'aimerais maintenant inviter Hervé Guay, chercheur principal sur l'étude, à nous renseigner sur les différentes étapes clés qui ont mené à l'aboutissement de cette importante analyse. Donc, je lui ai préparé quelques petites questions juste pour qu'on puisse mettre en contexte la genèse du projet. Donc, j'aimerais savoir ou j'aimerais qu'on puisse tout simplement vous partager ces informations aujourd'hui. Donc, l'étude sur la médiation culturelle numérique est notamment basée donc sur un partenariat entre 3 organismes culturels. Donc, on parle ici du Conseil québécois du théâtre, du Regroupement de la danse et de En Piste et d'une université, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ce genre de partenariat-là est extrêmement précieux et je voulais savoir si vous pouvez nous donner quelques détails afin de mieux saisir comment ce type de partenariat important entre un organisme culturel et une université est possible. Merci de la question, Caroline. Oui, mais cette recherche-là, c'est une recherche un peu particulière. Elle fait toutes sortes de recherches à l'université. Et celle-là, ça s'appelle un développement de partenariat. C'est un programme du Conseil de recherche en sciences humaines qui permet justement de conclure des partenariats entre
une université, des chercheurs et son équipe avec des organismes de plusieurs types, mais entre autres avec des OBNL. Donc, c'est ce qui nous a permis de tisser cette entente ensemble pour travailler sur la médiation culturelle numérique. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est un projet de recherche qui est quand même proposé par un chercheur et son équipe. Très souvent, c'est autour d'une unité de recherche. Dans notre cas, c'est à l'UQTR, c'est le laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Il faut aller visiter le site, vous allez voir un peu ce qu'on fait. Et aussi le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Donc, avec ces deux unités de recherche-là, on a mis sur pied le projet. Et même si on travaille avec le CQT, le RQD et en piste, les chercheurs demeurent autonomes dans leur façon de mener leur recherche, c'est-à-dire qu'ils vont déterminer eux-mêmes la problématique, la méthodologie de la recherche, mais c'est en même temps une recherche qui va se faire en consultation, souvent aussi en fonction des besoins des partenaires, et les partenaires vont participer à l'élaboration, à l'organisation et même à la gouvernance de la recherche. Donc, c'est un genre de projet de recherche un petit peu particulier et on trouvait que c'était pertinent de le faire dans le cas de la médiation culturelle et numérique. L'autre élément qui est assez intéressant dans ce genre de projet de recherche-là, c'est qu'en général, il y a un chercheur qui est issu du milieu qui est touché par cette recherche-là. Dans notre cas, c'est le responsable de la recherche du CQT qui vous a précédé, Caroline Morad-Geldi, qui a participé à titre de chercheur à la recherche. Il a donc signé les articles scientifiques, participé à certaines présentations. Et on a eu aussi une participation très active de la part du CQD et d'Ampiste à diverses étapes de la recherche. Notamment, certains des auxiliaires de recherche étaient aussi des gens qui travaillaient dans les organismes. Et tout ça a donné lieu non seulement à la présentation d'aujourd'hui, mais à plusieurs documents, des faits saillants qui sont disponibles, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et ça a été fait aussi en collaboration avec le CQT et la rencontre d'aujourd'hui, qui est une réalisation commune des trois regroupements. Donc, vraiment, c'est une recherche qu'on fait entre partenaires. C'est un projet de longue haleine. Est-ce que c'est possible de nous rappeler à quel moment ce projet a débuté? Juste pour qu'on se remette en contexte le moment de la collecte de données. Oui, ça a eu lieu un petit peu avant le début de la pandémie et puis les analyses ont eu lieu justement pendant ce moment-là. Ça a commencé, on a présenté la demande en 2018, le temps qu'on sache si elle était acceptée, on était déjà en 2019. Et puis les deux premières étapes de l'enquête, l'enquête quantitative et qualitative, ça a commencé en 2019. Donc, ça fait quand même, c'est un gros projet de recherche qui s'échelonne sur pas mal de temps, ce qui fait en sorte que ça nous a pris du temps avant de venir vous présenter nos résultats. Non, oui, c'est ça, gros projet de recherche. Il y a un vaste chantier de collecte de données, comme on vient de le mentionner. Donc, pour mettre les participants en contexte, on parle ici de 164 questionnaires qui ont été adressés à des organismes comportant chacun 110 questions. Les organismes avaient le loisir de répondre aux questions qui leur semblaient le plus appropriées à leur situation. Et suite à ces questionnaires, il y a eu 42 entrevues ciblées auprès d'organismes. Donc, est-ce que c'est possible de nous donner d'autres détails concernant la façon dont la méthodologie s'est construite? Oui, donc cette recherche sur la médiation culturelle et numérique, elle était composée d'un volet quantitatif et d'un volet qualitatif. Je vais essayer de vous présenter un petit peu ce que ça veut dire. En général, la recherche quantitative, ça sert à mesurer l'ampleur d'un phénomène et ses caractéristiques. Et en général, ça donne des données qui sont principalement des données numériques, donc des chiffres. Et donc, ça sert à décrire un phénomène alors que la recherche qualitative, elle, va plutôt servir à décrire un phénomène et à tenter de le comprendre les motivations, les attitudes, les raisonnements des personnes qui vont s'engager dans certaines actions. Et dans cette partie-là de la recherche, les données qui ont été collectées, c'est surtout des impressions, des opinions, des avis, des discours des personnes concernées par les pratiques. Dans ce cas-ci, c'était les pratiques de médiation culturelle et numérique. Je continue peut-être un petit peu sur la recherche quantitative. Vous avez vu qu'on avait un long questionnaire de 110 questions.
tout le monde nous disait, mon Dieu, c'est beaucoup. En même temps, on a quand même réussi à avoir beaucoup de réponses pour un questionnaire aussi long. Et quand on l'a présenté, ce questionnaire-là, on a laissé les organismes choisir qui allait y répondre. Donc, là encore, on était... et les organismes dont on avait les noms, ça nous avait été fourni à partir des listes des organismes partenaires. Donc, là encore, cette recherche-là se nouait ensemble. Et une fois qu'on a recueilli ces données-là, il fallait les analyser. Pour la partie qualitative, là, on parle vraiment surtout des entrevues. En général, dans la recherche qualitative, on fait souvent soit des entrevues individuelles et collectives. Dans notre cas, ça a été des entrevues surtout individuelles ou encore en très petits groupes. Si je me rappelle bien, il y avait au maximum 3 personnes qui ont répondu au questionnaire en même temps. Et par la suite, on a donc mis ça en contexte. On a mis en contexte les discours des personnes interviewées et on les a comparés avec les propos des autres chercheurs qui travaillent sur les mêmes questions, qui travaillaient déjà, qui réfléchissaient déjà sur la médiation culturelle et numérique. Merci. Donc, pour poursuivre sur la médiation culturelle numérique, donc on sait que, comme on vient de le mentionner, donc la collecte de données donc, a débuté avant la pandémie. Mais depuis les événements des 2 dernières années, le mot numérique a été rattrapé à plusieurs niveaux, parfois de façon diverse, mais notamment dans une façon de rejoindre le public. Donc, en ce sens et par rapport à votre position de chercheur, qu'est-ce qu'on entend ici par médiation culturelle numérique, sachant que d'entrée de jeu, parfois même la médiation culturelle peut être parfois abstraite à certains égards pour les individus. Oui, puis beaucoup de personnes peuvent en avoir des définitions différentes. Si je remonte un petit peu plus loin, je dirais que nous, ce qui nous a intéressés dans la médiation culturelle et numérique dans les arts de la scène, c'est que le numérique a transformé beaucoup la médiation culturelle, mais on connaissait surtout très bien ce qui se passait dans les musées, dans les bibliothèques, en musique, par exemple. Mais pour les arts de la scène, on avait très, très peu de données, puis il y a très peu de recherches qui avaient été faites là-dedans. Puis une des principales recherches dans ce domaine-là, celle de Deniso et Peter, nous disait que et là je les cite, que le spectacle vivant a pu entretenir une méfiance ontologique envers le numérique. Donc, il y avait peut-être plus de résistance du côté des arts de la scène. Et ça, même si on sait très bien que les ministères, les organismes gouvernementaux en faisaient beaucoup la promotion avec des programmes comme le Plan culturel numérique ou le Fonds stratégique numérique du CAC. Donc, nous, on voulait vraiment savoir ce qui se faisait au Québec en médiation culturelle et numérique pour outiller le milieu pour agir d'une manière éclairée. Donc, on a, pour ça, et on va vous la présenter, on a travaillé à partir d'une définition de la médiation culturelle qu'Aurélie va vous mettre dans le chat tout de suite. Et cette définition-là de la médiation culturelle, on l'a voulu la plus large possible pour que ça puisse regrouper pas mal tout ce qu'on pourrait penser autour de ça. Et la définition, c'est que toute action menée par un professionnel ou un créateur pour susciter un dialogue autour d'une proposition artistique ou culturelle, qu'elle s'adresse à un individu ou à un groupe. Et cette action-là, elle vise soit à développer la relation avec un spectacle, avec un art de la scène, avec un organisme culturel ou un de ses partenaires, ça pourrait être le diffuseur par exemple, ou encore des compétences tierces, c'est-à-dire que la médiation culturelle, ça peut aussi servir à développer des compétences sociales, par exemple. Donc, pour nous, la médiation culturelle peut aller dans toutes ces directions-là. Et finalement, il fallait peut-être se demander, justement, comme Caroline l'a dit au début, mais le numérique là-dedans, eh bien, nous, et là, Aurélie va vous mettre aussi dans le chat comment on définissait ce qui était une médiation culturelle numérique. On la définissait à partir de ce qu'on peut considérer comme un dispositif numérique. Et par là, on entend vraiment l'ensemble des moyens numériques qui viennent en soutien à la médiation culturelle développée grâce aux capacités d'encodage informatique qui vont s'appuyer, par exemple, sur des réseaux, des équipements, des applications logicielles, selon toutes sortes de configurations, que ce soit des sites Internet, des applications mobiles, des réseaux sociaux. Et ces moyens-là peuvent être déployés dans différents lieux physiques,
à proximité ou à distance de la scène et selon différentes temporalités, grosso modo, avant, pendant ou après la représentation. Donc, c'est avec ça qu'on a travaillé, donc des définitions assez larges. Et si je peux peut-être terminer, Caroline, si vous le permettez, avec notre posture de recherche et ce qu'on veut faire par la vulgarisation scientifique, j'aimerais dire que nous, comme chercheurs, notre intention, c'est vraiment pas de dire au milieu culturel quoi faire ni quoi penser. Nous, on est surtout là pour mettre à la disposition du milieu des outils pour les accompagner dans leur action et dans leurs choix. Et c'est pour ça que, justement, on a produit, puis on continue à produire notre équipe de recherche, des documents comme des articles scientifiques, les faits saillants qui sont plus du côté de la vulgarisation, tant pour le quantitatif que pour le qualitatif. On a aussi sur le site du laboratoire de recherche sur les publics de la culture, peut-être qu'Aurélie pourrait mettre l'adresse dans le chat. On a aussi un répertoire des dispositifs de médiation culturelle et numérique en ligne. Et on travaille même à d'autres documents. On travaille par exemple en ce moment à un guide des pratiques inspirantes en médiation culturelle numérique. Ça va être suivi d'ateliers de formation. On va aussi préparer des outils d'évaluation faciles à utiliser pour vérifier quand on a conçu ou produit des dispositifs si ça fonctionne. Et si vous me permettez, en terminant, une petite publicité pour mon propre département, il y a maintenant une maîtrise avec un profil particulier en culture et numérique à l'UQTR qui forme des spécialistes de la médiation culturelle numérique. Donc, cette formation-là, ça commence à exister et le projet de recherche s'inscrit un petit peu dans cette mouvance-là. Merveilleux, c'est une publicité tout à fait à propos pour l'événement d'aujourd'hui. Merci pour ces éléments de présentation. Donc, comme je le mentionnais en introduction, donc maintenant, M. Louis-Patrick Leroux va nous présenter les résultats sommaires du rapport quantitatif. Je vous rappelle qu'à la suite de cette présentation, il y aura la possibilité de partager vos questions, interrogations en levant la main ou sinon en les adressant dans le chat. Les joies du je vais vous laisser partager votre écran maintenant. Merci. Oui, ça devrait marcher. Donc, est-ce que vous voyez bien? C'est merveilleux. On voit très bien. Merci. Parfait. Merci. Merci beaucoup de l'occasion de présenter donc, ces résultats. Je vous donne donc très brièvement l'équipe. Donc, bien que je présente, c'est une recherche, vous l'avez compris, dirigée par Hervé Gay, donc professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Marie Beaulieu, ici présente, qui parlera après moi, qui est à l'UQAM, Marie-Claude Lapointe, Marie-Claude Larouche, toutes deux également à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et je n'ai pas mené le volet quantitatif, donc je me sens un petit peu imposteur, je dois vous admettre, mais je l'ai suivi de très près. Nous avons mis tous mis la main à la pâte pour ce volet, pour les suivis, pour les nombreuses entrevues et surtout pour l'analyse de ces entrevues. Alors, donc, l'objectif du volet quantitatif a été essentiellement de dresser un état des lieux à propos de la médiation culturelle et des dispositifs de médiation numérique dans les 3 arts de la scène au Québec qui nous interpellaient, les arts de la scène aussi où on avait tous et toutes des liens affectifs et professionnels, donc le cirque, la danse et le théâtre, et ça depuis l'an 2000. C'est une étude qui a été motivée par la constatation d'un écart ressenti entre les attentes suscitées par le numérique en matière de diffusion, de médiation culturelle, mais aussi les moyens réduits effectifs dont disposent les organismes. Bon, on a vu 2 définitions que vous avez dans le chat. Je ne ressasserai pas. Je vous permets de consulter le chat, mais je remets ça quand même en tête. Donc, nous devions vraiment nous entendre sur qu'est-ce que la médiation culturelle, mais aussi qu'est-ce qu'on entend par un dispositif numérique. Ce n'est pas aussi simple qu'on se l'imagine parce qu'on aurait pu aller dans plein de directions et cibler, définir donc ces termes nous a permis d'envisager donc les questions de recherche
les nombreuses questions de recherche qu'on a entendues souvent. Donc, si on résume ces questions en 5 grandes questions globales, donc on se pose la question de savoir comment se fait l'appropriation du numérique par ces organismes. D'autre part, quelles sont les stratégies privilégiées? Donc, quelles ont été vos stratégies privilégiées, tant pour la médiation culturelle que pour sa version numérique? Quel emploi fait-on de la médiation numérique? Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'en sert vraiment? Et selon quelle efficacité? Quatrièmement, quels sont les publics ciblés? Et finalement, quel est le degré de réussite de ces initiatives, à la fois médiation culturelle et à la fois numérique? Cette dernière question est assez intéressante, vous allez voir. Donc, la méthodologie est assez simple quand même. On a élaboré donc un questionnaire quantitatif auprès des organismes actifs qui ont été fournis par les 3 organismes nationaux, donc En Piste, le CQT et le regroupement de la danse aussi. On s'est inspiré donc beaucoup de Denisot et Peter, comme l'a mentionné Hervé Guay. Donc, leur enquête, l'état des lieux sur le numérique dans les théâtres en France, dressait un certain nombre de constats, dont cette méfiance ontologique, tout à fait, des organismes de théâtre par rapport au numérique. Et on se demandait, est-ce que nous sommes aussi à cet état-là au Québec ou est-ce qu'on a une ouverture par rapport au numérique qu'ils n'ont peut-être pas en France? Encore une fois, on verra. Et l'étude de Visser et Richardson, donc, qui portait sur l'engagement du numérique, les degrés d'adaptation, etc., dans les domaines du patrimoine, de la culture et des arts de la scène, nous a également inspiré dès le début. Le questionnaire, donc, si vous êtes là, c'est que vous avez probablement répondu au questionnaire ou vous en avez entendu parler. Il y avait, oui, effectivement, 110 questions, mais qui se regroupaient autour de 4 volets. Donc, d'une part, les caractéristiques de l'organisme, donc la taille, spécialité des gens qui y travaillent, ainsi de suite. La médiation culturelle, donc, pratiquez-vous la médiation culturelle ou non? Et comment définissez-vous cette médiation culturelle? Parfois, il y a des organismes qui disaient non, mais en réalité, dès qu'on voit un petit peu leurs activités, ils en font. Troisièmement, donc, les dispositifs de médiation culturelle numérique, quels sont-ils? Comment les employés sont-ils formés à essentiellement se servir de ces outils-là? Et finalement, l'usage quotidien du numérique, donc au sein même des organismes. Les répondants, donc à partir des listes fournies au printemps 2019, donc c'est avant la pandémie. Et oui, nous nous sommes souvent posé la question, est-ce qu'on s'adapte à la réalité de la pandémie? On s'est dit non, on s'en tient vraiment au questionnaire qui a été distribué, puis on ira vers d'autres conclusions par la suite. Donc, 454 organismes ont été invités à prendre part à l'étude, 148 en théâtre, 132 en danse, 128 en cirque, 46 pluridisciplinaires, donc souvent des salles. Tous ont été d'abord joints par téléphone, une première petite entrevue pour s'assurer de parler à la bonne personne. Il y a eu tout un suivi assez exhaustif à ce niveau-là. Ensuite, un lien hypertextuel est envoyé, du questionnaire est envoyé à tous les organismes. Et au total, 164 ont répondu au questionnaire. Si vous êtes bon en calcul mental, je vous laisse faire le calcul, c'est autour de 35-36% de taux de réponse, qui est quand même assez exceptionnel. Si on regarde un petit peu la taille des organismes, c'est très variable. En théâtre, c'est en moyenne 6 employés par organisme, en danse également 6. En cirque, c'est faussé évidemment par quelques très, très, très gros joueurs, vous vous imaginez bien, avec 26 employés. Et dans le pluri ou multidisciplinaire, on parle d'autour de 15 employés. Bon, le reste pas important. Qu'est-ce qu'on entend donc par la pratique de la médiation culturelle et que constate-t-on? D'abord, la presque totalité des organismes affirment donc proposer des actions de médiation culturelle, en moyenne depuis 13 ans. Parmi les formes que prend la médiation culturelle, les rencontres avec les artistes sont de loin les plus populaires.
Bien que 90% des organismes aient déclaré entreprendre des actions de médiation culturelle, c'est seulement 58% d'entre eux qui affirment qu'aucun membre du personnel n'est responsable. Donc, on se prête beaucoup à cette action, mais un peu de manière ad hoc. 66% des répondants mentionnent donc rencontrer des difficultés posées spécifiquement par la médiation culturelle, notamment le financement, le manque de temps avant ou après le spectacle. Et parmi ceux-ci, donc 61% ont tout de même reçu des appuis gouvernementaux, privés ou de la part d'un tiers pour développer donc, des actions de médiation culturelle. Si on regarde dans le détail, c'est à peu près ce que je disais, mais ça vous donne un exemple, question 29 par exemple, à qui faites-vous appel pour animer ou intervenir en médiation culturelle de votre organisme. Puis on voit, donc c'est surtout des artistes, il y a un certain taux quand même, 43% de médiateurs culturels, à peu près 40% de membres de l'équipe en place, ainsi de suite. Donc, chacune des réponses graphisées ressemble à peu près à ça. Ça nous permet quand même de faire le tri assez rapidement. Encore, si on va de manière granulaire, je ne m'attarde pas là-dessus, mais vous pouvez le voir, question 40, qui porte sur ce qui empêche certains organismes de pratiquer la médiation culturelle. C'est surtout le manque d'argent, manque de temps, manque de formation, essentiellement. Lorsqu'on pose la question, y a-t-il un responsable de la médiation culturelle? Vous voyez, c'est presque 60% qui dit non. En posant la question, donc, à qui s'adressent ces actions de médiation culturelle? On peut répondre à plusieurs catégories, bien sûr, mais dans l'ensemble, c'est à 75%, presque 76% au public adulte, groupe scolaire du primaire, donc 67%, et secondaire tout de suite après. Donc, c'est quand même assez ciblé. Bon, ça, on a vu. Si on regarde au niveau des dispositifs numériques, et je suis désolé pour le surplus de texte, l'excès de texte, je vais résumer. Donc, à peu près la moitié des organismes affirment avoir eu recours à des dispositifs numériques dans leurs actions de médiation culturelle. Donc, ça, c'est quand même assez positif et très clair. Ces dispositifs numériques s'adressent au même public, des publics similaires que ceux qui sont déjà ciblés par la médiation culturelle. Donc, on ne semble pas développer de nouveaux terroirs exploratoires au niveau de la médiation numérique. Les organismes aussi proposent des actions de médiation culturelle, dans certains cas, à des publics ciblés, et mesurent le succès par des critères liés au public. Mais en réalité, ce qu'on va voir dans quelques instants, c'est que on a très peu d'outils pour mesurer le succès de ces activités-là. Et finalement, bon, on peut conclure aussi, dans l'ensemble, généralement, nous n'avons pas de responsable de projet, surtout en médiation numérique, et la majorité des organismes ne fait pas de demande de subvention associée à la mise en place de dispositifs numériques et n'ont pas déposé de dossier lors d'appels de projets qui ont été diffusés par les différentes instances gouvernementales. Donc, on voit grosso modo les outils numériques qui sont partagés. Donc, c'est de très loin des partages de fichiers, des PDF qui ont été envoyés essentiellement. Donc, base de données, etc. Mais c'est assez peu développé à ce niveau-là. On s'est intéressé aussi à l'usage du numérique, donc dans les organismes. Vous avez vu, la plupart des organismes font quand même usage assez important, mais assez basique. 80% des répondants affirment que leur organisme n'a pas élaboré de stratégie numérique. Et pourtant, 70 ou 71% affirment que ce serait important. Et 95% des organismes qui possèdent une stratégie numérique affirment qu'elle vise à mieux intégrer les outils numériques dans le développement de la relation avec le public. Donc, il y a une véritable réflexion qui s'est amorcée. Généralement, les outils principaux sont le site Internet, les médias sociaux,
Et c'est là qu'on présente l'essentiel des informations, donc 91 %. Je n'irai pas dans le détail. Donc, on voit au niveau de la stratégie numérique, les plateformes utilisées, Facebook, à peu près tout le monde, sauf un organisme. Ça, c'est intéressant. Dans votre organisme, à quelle fréquence votre personnel suit-il une formation sur le numérique? Donc, 35 36 jamais, et quand même 32 rarement. Donc, on voit quand même un aspect qui pourrait être certainement bonifié, surtout avec une stratégie numérique réclamée et mise de l'avant. Bon, ça, j'y reviendrai après. Si on résume les constats du volet quantitatif, donc en quatre éléments, premièrement, on voit donc qu'il y a un écart entre la pratique de la médiation culturelle et celle de la médiation numérique. Le taux de pratique de la médiation culturelle dans les arts de la scène est nettement supérieur à celui de la médiation culturelle s'appuyant sur des dispositifs numériques. Donc, et encore une fois, pré-pandémie. Donc, c'était 90 % de médiation culturelle et 54 % de médiation culturelle numérique. Il y a toute une autre étude, bien sûr, à faire en 2021-2022. Peu d'organismes affectent un responsable à temps plein aux actions de médiation numérique par rapport aux actions de médiation culturelle. Donc, vous voyez les pourcentages. Et les membres du personnel ne suivent jamais ou rarement de formation sur le numérique, bien que le numérique constitue quand même une pierre angulaire de leur stratégie. Deuxième grand constat, il y a un écart entre l'intégration des technologies au quotidien et la pratique de la médiation numérique. Donc, 52 % des organismes qui ont recours à des dispositifs numériques affirment que cette pratique ne fait pas partie d'une stratégie numérique de l'organisme. Donc, on en fait, mais pas forcément en fonction d'une stratégie articulée, véhiculée et revendiquée. Néanmoins, on voit que la pratique de la médiation numérique dans les organismes a devancé de 2 ans la mise en place en 2014 du plan culturel numérique du gouvernement du Québec. Donc, nous avons plusieurs précurseurs dans nos milieux quand même. 99 % des répondants entretiennent une présence sur un site Internet, ce qu'on a vu, les médias sociaux. Et généralement, les organismes interviewés ne semblent pas réfractaires à la médiation culturelle numérique. Mais il faut quand même noter que l'intégration des technologies s'avère relativement lente dans le domaine de la médiation. Troisième grand constat, les actions de médiation culturelle et numérique ont un caractère conventionnel, généralement. Ces actions, donc, les plus fréquentes, revêtent un caractère usuel, donc des rencontres avec des artistes en présentiel, des vidéos portant sur le processus créateur, ainsi de suite. L'usage numérique dans les organismes concerne surtout le transfert d'informations, donc sur le produit à faire, soit des canaux de diffusion. On donne l'information, donc la programmation, comment rejoindre l'organisme et quelques informations additionnelles. Et le numérique ne constitue pas nécessairement un moyen pour accroître le nombre de visiteurs, mais plutôt un moyen pour créer des liens et façonner de manière différente la relation avec les publics. Et finalement, le dernier grand constat, il y a un faible taux de demande de subventions et d'évaluation aussi des actions de médiation. C'est-à-dire, les actions entreprises, numériques ou non, visent à rejoindre le public. Mais les organismes, souvent, ne savent pas dans quelle mesure ces actions permettent de rejoindre le public. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'études, quelques rares occasions, mais généralement, on ne fait pas de suivi, à savoir donc quel a été le taux de succès et qu'est-ce qu'on entend par un taux de succès aussi. C'est généralement par manque de ressources humaines, bien sûr, et parfois par manque d'expertise. Le succès des initiatives numériques, donc, est jamais évalué ou rarement évalué, je le mentionnais. Et finalement, des initiatives de financement ont été développées pour aider le milieu culturel à mettre en place une stratégie du numérique, mais beaucoup d'organismes ne les connaissent pas ou ne déposent pas de demande de financement. Donc, il y a tout un volet à développer collectivement de ce côté-là. Donc, si on a encore un peu de temps, on peut ouvrir la conversation. J'ai oublié de mettre ma minuterie, donc j'ai peut-être dépassé, je suis désolé.
Pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vous invite à lever la main Zoom si vous avez des questions à adresser suite à la présentation de ce rapport quantitatif. Ne soyez pas timide. Ou si vous l'êtes, vous pouvez l'être aussi, puis adresser votre question dans le chat. Il y a toujours la possibilité d'être timide sans problème. Faut juste quelqu'un qui brise la glace, là. Ça fait parfois un peu peur, mais je vous laisse prendre un petit moment, voir s'il y a quelqu'un qui souhaite tenter. Bien, s'il n'y en a pas, oui, moi j'en ai une. Oui. Concernant les outils de mesure, j'ai l'impression que moi, sur divers projets, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement que quand on met des projets de ce type-là en place au sein des organismes, la partie évaluation des retombées est souvent celle qui est le plus escamotée. On met beaucoup d'énergie et je me demande en quoi, de votre position de chercheur, en fait, selon vous, comment, justement, en établissant des outils de mesure clairs, pourrait nous aider à développer une pensée sur la médiation culturelle et la médiation culturelle numérique de façon plus large? Comment l'un pourrait soutenir l'autre, finalement? Oui, ben c'est intéressant parce que Hervé Gué, tout à l'heure, évoquait peut-être le trajectoire de la recherche. Donc, je vous décris ce qu'on a constaté froidement. Dans quelques instants, ma collègue Marie Beaulieu va nous parler donc de nos interprétations essentiellement et tout le volet qualitatif. Et on prépare, donc, ou il est prêt, je pense qu'on va faire la révision sous peu, un guide de pratiques inspirantes. Et j'ai l'impression qu'une bonne partie de ces réponses vont se retrouver dans les pratiques inspirantes qui ont été dressées essentiellement à partir de constats, mais aussi à partir de dialogues avec le milieu. Donc là, je ne vais pas répondre en politicien, mais je ne veux pas non plus vous donner des outils un peu hâtivement et de manière escamotée. Mais si on revient au principe, je pense qu'il faut d'abord définir qu'est-ce qu'on cherche à accomplir par nos actions de médiation culturelle numérique. Donc, est-ce que le numérique est véritablement l'outil dans cette instance-là, l'outil de prédilection? Si on fait tout simplement imiter ce qu'on faisait en présentiel, et avant 2020, le mot présentiel n'existait même pas dans notre conscience. Donc, on a comme évolué depuis aussi. Mais donc en quoi l'apport du numérique est-il une plus-value? En quoi le numérique développe-t-il des publics additionnels ou, dans le cas présent, en quoi le numérique assure-t-il un suivi auprès de notre public pour ne pas le perdre, pour ne pas le perdre à jamais aux autres formes d'art numériques qui sont amplement financées et très attractives, attirantes. Mais à la base, il faut prévoir l'exercice. On ne peut pas le faire de manière a posteriori. Parce que je peux peut-être ajouter, Patrick, oui, j'en prie. oui, si je peux peut-être ajouter, la question de l'évaluation est peut-être pas toujours chronophage non plus, mais je pense que comme ça ne s'inscrit pas dans une stratégie et qu'il n'y a pas des choses qu'on décide de construire à plus long terme, eh bien, on fait les choses un peu à la pièce. Et je pense que là où peut-être il y a des actions qui peuvent être faites, c'est dans le fait de prévoir des petites évaluations. Je pense par exemple dans les musées. Très souvent, l'évaluation, c'est 4-5 questions qui permettent de saisir assez rapidement ce qui a été retenu par le public et là où, par exemple, on ne l'a pas totalement rejoint. Donc, je pense que de notre côté, en tout cas, on va essayer de proposer sur le site du laboratoire de recherche sur les publics de la culture quelques outils qui seraient facilement utilisables ou encore adaptables selon les projets qui ont été réalisés. Merci. Caroline? Oui. Oui, alors si je peux me permettre, on a quelques questions dans le chat qui sont arrivées, notamment alors une première de Guillaume Gobert. Alors, est-ce que pour certains organismes, la médiation est financée par des subventions de base, programmation, et pas par des subventions spécifiques? Je n'ai pas compris s'il y avait une distinction sur ce point dans l'étude.
Je laisse l'un des chercheurs répondre à la question. À ma connaissance, il n'y avait pas de distinction. Hervé, Non, ça, il a fallu faire le choix. On peut y aller de manière très granulaire, mais non. Par contre, lorsqu'on posait la question à savoir est-ce que vous avez fait une demande particulière pour une activité de médiation numérique, là, on pouvait voir effectivement si c'était le cas. Donc, on a vu statistiquement, c'était le cas je ne me souviens plus, 30 des organismes, mais généralement, non. ouais. Mais on peut le déduire par le fait que, par exemple, il y a un certain nombre de programmes qui étaient ciblés. Donc, on peut savoir si les gens y ont participé ou non. Et s'ils ont fait de la médiation, il y a certains organismes qui le financent à même leur budget, ça on le sait. Euh, mais ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure, justement, ils doivent puiser dans certaines parties de leur budget pour faire des choses qui ne sont pas financées autrement par les pouvoirs publics. J'ai Nadine Medawar, directrice générale du regroupement québécois de la danse, qui a levé la main. Je vous laisse ouvrir votre micro pour poser votre question. Oui, bonjour, merci tout le monde. Puis on est très fiers d'être partenaire à cette étude. Merci beaucoup pour cette présentation et tout ce travail. J'avais juste quelques commentaires, puis peut-être que vous auriez des commentaires à suivre par la suite. J'ai fait des consultations récemment avec notre secteur en danse, surtout ceux qui font de la médiation culturelle avec les jeunes. Et souvent, on va nous dire, les compagnies avec les jeunes, que c'est un élément primordial pour leur création, pour leur fonctionnement. Alors, avec leur création, ils doivent presque avoir des médiations culturelles avec les jeunes. Et je voulais ajouter aux quelques questions qui viennent d'être demandées, le problème pour eux et elles, c'est que souvent, il faut faire des choix dans leur demande de financement. Alors, ils ne peuvent pas ajouter toutes les médiations culturelles possibles à cause des limites dans les demandes de financement, que ce soit en transport, en hébergement. Et c'est souvent les endroits plus éloignés des villes-centres qui ne vont pas avoir les médiations culturelles. Alors, ils ont proposé les médiations numériques comme solution jusqu'à ce qu'il soit possible d'avoir plus de financement pour appuyer ces projets-là. Et puis, ça nous a amené à une discussion pour voir combien ça coûterait faire tout ça. Alors, c'est quoi le vrai coût pour faire ces médiations culturelles dans ces endroits éloignés ou dans les endroits proches? Et qu'est-ce qu'eux, ils sont en train de prendre de leur propre poche, mais qu'est-ce qui devrait être subventionné? Fait qu'on va commencer cet exercice l'année prochaine si vous êtes intéressé à en savoir plus, surtout en danse. Puis on en a parlé au Calque qui apparemment est maintenant ouvert. Ils sont en train d'avoir une réflexion sur l'ajout d'un programme spécifique aux tournées de médiation. Alors, je pense que on est vraiment à temps avec cette étude, puis ces discussions, c'est des besoins qui sont en tout cas très clairs dans le secteur et dans l'écosystème. Merci, c'est fascinant, c'est important. Et j'ai l'impression effectivement que cette conversation est à la fois essentielle pour le milieu de la danse, mais tous les milieux, bien sûr, des arts de la scène. Je suis très content d'apprendre que le Calque sera aussi autour de la table. Ce qu'on a constaté, peut-être que Marie va l'anticiper dans son volet qualitatif, mais les centres multi en région, ils sont très forts généralement en médiation culturelle, ils sont très bien organisés aussi. Puis ça semblait être surtout les organismes artistiques à plus petite taille qui se retrouvaient essentiellement en situation peut-être plus fragile au niveau de la médiation culturelle. Il y a comme une confusion qui s'installe aussi, à savoir qui est responsable de cette médiation culturelle-là et quelle est la part de médiation culturelle qui revient au promoteur ou à la salle qui en fait la diffusion et quelle est la part qui revient aussi à l'organisme. Donc, on n'est pas allé vraiment dans le détail, mais on voyait poindre donc, ces préoccupations-là. Donc, vous semblez anticiper la chose et plonger déjà dans une discussion essentielle. Merci. Oui, en effet. Bien, justement, je laisserai la place à Marie Beaulieu pour nous présenter la troisième partie, donc le rapport qualitatif de l'étude.
Je vous laisse partager votre écran. Est-ce que vous voyez tout le monde? Est-ce que vous le voyez? Oui, mais tu pourrais le mettre en diaporama, Marie. Ben, je l'ai mis, oui, c'est ça. Je voulais le mettre. Ah, voilà. OK. Oui, c'est bon. c'est parfait. Merci. Parfait. Très bien. Donc, je souhaiterais, d'entrée de jeu, remercier vraiment très sincèrement. Je ne sais pas si les gens qui participent à cette rencontre-là aujourd'hui ont participé à la recherche, au volet qualitatif, mais j'aimerais souligner la générosité de tous ceux qui l'ont fait, autant en termes de temps, parce que c'était quand même un questionnaire qui demandait 1h30 à 2 heures de partage avec des gens, que la richesse aussi des témoignages, parce que vous allez le voir dans un volet qualitatif, on est davantage dans cette dimension-là. Donc, toutes les données qui ont été recueillies sont grâce à cette participation-là très intense des 3 organismes qui nous ont permis d'avoir des données très riches à vous présenter aujourd'hui, et ça, je tenais à le souligner d'entrée de jeu. Donc, évidemment, notre titre, tout le monde en a parlé, c'est un projet qui a été subventionné avec des organismes partenaires qui nous aidaient à mieux rejoindre les différents milieux. Je tiens à revenir en fait, nos objectifs principaux parce que, comme Hervé l'a mentionné, on voulait soutenir la consolidation et le développement du public des arts de la scène par le biais numérique, d'une part, mais aussi on voulait recueillir des données. Oups, attendez, on enlève ça. Recueillir des données sur ce que les compagnies ont réalisé dans le domaine, leur perception, donc c'est très important dans le volet qualitatif, des défis qui les accompagnent pour mieux distinguer les pratiques inspirantes et, grâce à ces indices-là, procurer des balises et orienter peut-être un peu mieux, de façon très humble, je dirais, regarder comment ça peut se déployer et quels sont les dispositifs à privilégier. Donc, attendez, je continue. Alors, l'objectif plus spécifique, dans le volet qualitatif principalement, il fallait connaître les pratiques, les savoirs, les savoir-faire au sein des organismes eux-mêmes. Donc, autant le volet quantitatif s'était penché sur le qui et le quoi, nous, dans le volet qualitatif, il fallait regarder le comment et le pourquoi, ce qui, donc, nous aidait à amener certaines questions. Alors, vous l'avez vu de façon tout à fait correcte tout à l'heure, là, avec les différentes étapes que Hervé vous ont présentées et Patrick. Donc, notre volet qualitatif, c'est juste pour vous donner un petit peu les étapes. L'inventaire critique apparaît au tout début. Donc, suite au volet quantitatif, le quantitatif nous permettait d'avoir certains types de données qui allaient permettre d'élaborer le qualitatif et de réverbérer après ça sur un guide des pratiques inspirantes et les autres étapes du projet. Alors, vous comprenez comment c'était important d'avoir un protocole qui nous permettait d'aller chercher des réponses spécifiquement à ces questions-là. Alors, pourquoi on fait une recherche qualitative? D'abord parce qu'on a besoin de connaître un univers de l'intérieur. Connaître qui pratique, comment ils le font, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui est important pour eux. Alors, c'est évidemment ceux qui vivent l'expérience de terrain, qui sont nos premiers répondants et qui peuvent nous donner la matière de recherche. Alors, on veut comprendre la perspective aussi des spécialistes. Alors, on part du principe que ces gens-là sont nos spécialistes qui vont nous donner un grand nombre de réponses à nos questions. Il faut aussi, et ça c'est le bonheur, je dirais, de la recherche qualitative, c'est qu'il faut s'organiser pour qu'on puisse laisser la place à l'émergence d'aspects qui sont inconnus et imprévisibles. Donc, il faut que notre protocole et que nos stratégies du volet qualitatif permettent cette dimension-là. Et on veut colliger la richesse aussi du discours. Alors, comment les gens s'expriment
comment ils le nomment. C'est pour ça que autant dans le volet quantitatif, pour vous donner un exemple, il y avait les définitions, autant dans le volet qualitatif, il n'y avait pas les définitions. Pour voir comment les gens eux-mêmes le nomment, comment ils se positionnent par rapport à ça. Donc, on était beaucoup plus attachés à trouver un sens à cette recherche-là et à leurs actions et à la fonction qu'ils occupent et à leur stratégie que de créer des catégories, parce qu'on était dans la compréhension d'un sens. C'est pour ça qu'on a donc créé des entrevues semi-structurées, ce qui veut dire que les questions laissaient, je dirais, une possibilité d'aller pour répondre dans des directions que l'interlocuteur privilégiait et nous donnait à ce moment-là, inévitablement, faisait ressortir ce qui est important pour les gens qui répondaient. Alors, nous, les chercheurs, on était dans un mode d'apprentissage pour connaître la perspective des gens qui sont là. Et ça, je pense que c'est très important. Et je vais me permettre tout de suite de mentionner un aspect qui m'a frappée parce que à la fin du questionnaire, on demandait aux gens qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous avez moins apprécié et tout ça. Et certaines personnes disaient, bien, ça aurait été le fun d'avoir un questionnaire à l'avance. C'était justement de ne pas faire ça. C'était de permettre aux gens d'être dans la spontanéité et d'aller chercher des réponses qui venaient vraiment de leur senti et de leur façon de nommer les choses qui nous intéressaient. Alors, ça avait vraiment une portée herméneutique importante. Alors, des résultats de la collecte de données quantitatives nous ont donné certaines pistes. D'abord, premièrement, il y avait des divergences de points de vue sur la médiation culturelle et numérique. C'est pour ça qu'on a créé 3 questionnaires différents. Donc, ceux qui ne font pas de médiation du tout, ceux qui font de la médiation culturelle uniquement et ceux qui font de la médiation culturelle et numérique. Par rapport aux réponses, par contre, déjà entre le moment où nous avons eu certaines données du volet quantitatif, on a pu voir que dans les réponses, nos répondants qu'on avait identifiés comme étant ceux qui travaillaient du côté de la médiation culturelle, certains avaient déjà bifurqué vers le médiatique, inévitablement, donc le numérique. Et on avait aussi à composer avec le fait inévitable qu'on est au Québec, il y avait des disparités régionales. Alors, une plus grande concentration d'organismes Montréal et Québec et un peu moins dans les régions, de même qu'il n'y avait pas le même nombre non plus d'organismes en théâtre, en danse et en cirque. Donc, il fallait composer avec ça pour essayer d'avoir une représentation la plus équitable et la plus diversifiée possible pour tout le monde. Ce qui amenait aussi inévitablement une variété des fonctions des répondants. Et ça, on l'avait vu dans les questionnaires quantitatifs. Les gens étaient associés à la médiation ou simplement le faisaient parce que ça faisait partie de leur tâche. Donc, on a eu à composer avec cet aspect-là. Alors, on a fait une grande quantité d'entrevues, 42, ce qui est quand même un nombre appréciable. Et on avait beaucoup de verbatim à analyser parce qu'il y avait des entrevues qui faisaient entre 19 et 25 pages, là. Donc, vous pouvez vous imaginer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire de colliger ces données-là. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait dans les 3 questionnaires certaines parties qui se recoupaient avec les autres questionnaires et d'autres qui étaient totalement différentes. Donc, on a élaboré une grille d'analyse qui nous a permis déjà d'isoler certains aspects liés à la médiation pour les organismes. Et après ça, suite à ces grilles-là qui ont été remplies, on s'est partagé le travail. Donc, Hervé et moi, on a travaillé sur le questionnaire 1, qui était celui de ceux qui ne faisaient pas de médiation. Patrick et moi avons travaillé sur le questionnaire 2, ceux qui faisaient de la médiation culturelle. Et Hervé et Marie-Claude Larouche, qui est aussi un membre du groupe de recherche, a travaillé sur le questionnaire 3, qui était celui qui travaillait sur médiation culturelle et médiatique. Et là, on a, à partir de ça, après cette analyse-là, écrit un rapport de 75 pages qui est accessible, bien sûr, que vous pouvez consulter, mais on s'est dit, c'est sûr que c'est un peu quand même fastidieux. Si tu veux avoir de la matière
pour avoir un argumentaire solide. Oui, tu as besoin du rapport, puis tu vas avoir des éléments de sens qui vont être très intéressants, mais en même temps, si tu veux goûter à quelque chose de plus succinct par rapport à la recherche, ben, on a décidé de faire les faits saillants, comme ça a été fait dans le volet quantitatif, avec un 24 pages. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter pour les biens de cette web diffusion. Alors, ce qui transcende, ça apparaît moins dans les faits saillants, mais, excusez-moi, il faut que je déplace ça parce que je ne vois pas. J'ai tenu à vous présenter cet aspect-là parce que je l'ai trouvé fort intéressant dans notre analyse avec Patrick. C'est que dans tous les témoignages et dans toutes les réponses qu'on a eues, on voit la richesse du questionnement des gens du milieu. Ce qui leur tient à cœur et ce qui fait sens dans leur vocation transcendait dans leur discours sur l'art et leur positionnement aussi. Il y a une posture face à la démarche artistique qui était drôlement intéressante. Donc, je vous les donne rapidement, les différents facteurs. Alors, on veut ouvrir les consciences, on veut amener une réflexion, on veut entrer en relation, oui, on peut très bien le comprendre, on veut sensibiliser les gens à l'art en général, le présentiel, ultimement, demeure toujours le fond de la démarche artistique et la médiation va se faire à travers l'œuvre en soi. Donc, on est conscient qu'au-delà du fait qu'il faut faire de la médiation, on tient quand même à l'idée que l'acte artistique, le spectacle, fait déjà une médiation, qu'il y a aussi une relation à la culture sans jugement, qu'on soit capable d'amener les gens à cette dimension-là. On veut aussi apporter dans une dimension plus démocratique, apporter de la confiance en soi et déjouer le sentiment d'imposture. Donc, cette idée à savoir que l'art est difficilement accessible, qu'on ne le comprend pas, qu'il est hermétique et qu'il ne nous permet pas de se l'approprier. On veut aussi, par la médiation probablement et fondamentalement, on veut poursuivre une expérience de vie. On veut déconstruire les a priori, ce qui amène un peu dans cette idée d'imposture la complémentarité. Et c'est aussi une démarche de l'intimité. Donc, je tenais à vous le présenter parce que moi, sur le plan ontologique, c'était pour moi très parlant comment les gens se positionnaient par rapport à ce qu'ils font dans leur travail, dans leur vocation d'artiste. Alors là, il faut que je remette ça ici. Oups, excusez-moi. Donc, le rapport, il y avait 3 sections conformes au questionnaire et il y avait des données communes aux questionnaires 2 et 3 qui apparaissaient et on a un document sur les faits saillants qui peut être un peu plus synthétique. Alors, il y a 6 faits saillants que je vais vous présenter rapidement et après ça, il y a des constats comme l'a fait Patrick qui se joignent à ça. Alors, la perception, étant donné qu'on ne donnait pas de définition et que ce n'était pas ce qui nous intéressait au préalable, on voit qu'il y a une perception diffuse, particulièrement sur ceux qui n'en font pas. Qu'est-ce que c'est exactement la médiation culturelle et numérique? Et tout en disant ça, on reconnaît qu'il y a des effets possibles, un rayonnement, un développement des publics et aussi, c'est intéressant, rajeunir le bassin des spectateurs. Donc, ce qu'on dit à travers ça, c'est qu'on est conscient que le numérique et même la médiation culturelle va permettre à aller chercher d'autres personnes vers le spectacle et que probablement les générations plus jeunes ont un meilleur accès au numérique et sont davantage capables de se l'approprier. Par contre, il y a une pluralité des conceptions en raison de la question relationnelle. Donc, il y a 3 modes. On a réalisé qu'il y avait 3 modes intéressants dans cette perspective-là. Donc, il y a une médiation qui est unidirectionnelle. Donc, le public écoute et réagit dans le bidirectionnel. Alors là, à ce moment-là, il y a un échange, mais c'est toujours l'organisme qui dirige. Tandis qu'il y avait une 3e option qui était la tentative de revoir le mode relationnel
plutôt par l'expression des publics. Donc, c'est d'arriver, et ça, on l'a vu principalement à ceux et celles qui s'intéressaient à aller chercher des publics, je dirais, qui sont vulnérables, des gens de la rue, des gens qui ont vécu des difficultés sociales, et on leur demandait comment voulez-vous, pas vous accaparer, mais comment l'œuvre peut vous interpeller et comment vous la voulez dans votre vie. Et ça, c'était vraiment intéressant. L'effet saillant 2, donc, il y a des pratiques différentes selon les besoins. Alors, les raisons qu'on peut voir à ça, le numérique ajoute une bonification, souvent, c'est ce qu'on pense. Ça va être en raison de la taille de l'organisme, donc on va en faire plus ou on va en faire moins selon ce qu'on a comme capacité, étant donné qu'on a assez de personnel pour l'assumer, l'organiser ou pas du tout. C'est le degré de financement, ça a été dit tout à l'heure, mais évidemment, c'est le nerf de la guerre, le financement. Donc, on peut avoir des bonnes intentions, mais il faut qu'il y ait un financement à la clé souvent. Et s'il ne l'a pas, ben, c'est peut-être la chose sur laquelle on va moins donner d'énergie. Le développement aussi de la compagnie, les ressources humaines qui sont là et les ressources aussi financières, et qu'on le veuille ou non, la compréhension qu'on a de la médiation. Donc, si on voit ça comme quelque chose qui est un moteur très, très stimulant, bien, on va mettre l'énergie là-dessus. Mais si on considère que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui nous sert, bien là, on n'a pas nécessairement envie de le faire. Et je vous ai mis une petite citation à gauche. Alors, la personne dit « c'est positif ». Pour moi, c'est très positif. Plus il y a d'outils pour que les gens soient intéressés à la culture, à l'artistique, que ce soit en cirque, en art visuel, en théâtre, en danse, en musique, plus il y a d'outils pour amener les gens à connaître ce qu'est l'art, mieux c'est. Donc, on part du principe que c'est toujours une bonification. L'effet saillant 3, il y a une pression, hein? On l'a déjà dit, mais on revient là-dessus dans les commentaires des gens. Il y avait déjà avant la COVID une pression pour faire du numérique, en plus du culturel. Et certains résistent à ça. Donc, ma citation est dans cette optique-là. Je ne sais pas comment on peut transmettre à un groupe de jeunes à distance la passion du cirque. Éventuellement, est-ce que c'est la diffusion de spectacles à distance? On peut se poser la question jusqu'à quel point ça peut être pertinent. Mais c'est souvent pour les mordus, parce que les taux d'attention au spectacle pour des jeunes n'est pas évident à aller chercher. Il faut faire des études et essayer de voir jusqu'à quel point diffuser du cirque sur des plateformes web peut être intéressant. Donc, on questionne fondamentalement qu'est-ce que ça peut apporter. L'effet saillant numéro 4, alors, il y a une grande diversité d'enjeux. On peut comprendre un peu comment est-ce que ça s'énonce, des dispositifs qui sont complexes, ou en tout cas qui sont perçus comme étant complexes. Ajustement au vivant, on l'a dit tout à l'heure, un des fondements de l'activité artistique des arts vivants, c'est de rester collé à la présence de l'autre, à cet échange, à cette communion qui fait la différence des arts de la scène. On doit distinguer aussi diffusion et interaction. Est-ce qu'on est capable de le faire? Et ça devient fondamental de se positionner par rapport à ça. Et ça peut, et c'est la crainte que certaines personnes avaient, que ça modifie le fonctionnement esthétique. Qu'est-ce qu'un spectacle? Est-ce qu'on va rester dans la dimension du spectacle où on est en train de glisser vers une autre forme qu'on n'est pas encore capable de nommer et qui va nous amener dans d'autres perspectives? Il y a aussi le fait qu'on veut développer de nouveaux publics, on veut augmenter les ventes et on veut aussi augmenter le financement. Donc, est-ce que c'est la façon de le faire ou c'est une des façons de le faire? Il faut voir qu'est-ce que ça peut amener à l'organisme. Et certaines personnes ont dit aussi que c'était important parce que ça participe à la formation citoyenne. Et là, vous verrez dans un autre fait saillant comment ça s'énonce. Je vais y revenir. Et il y a le problème aussi de la fracture générationnelle. C'est ce que j'invoquais tout à l'heure, à savoir que les générations un petit peu plus vieilles sont peut-être moins à l'aise et moins alertes par rapport à des modes de communication qui sont numériques. Et ça, à ce moment-là, comment est-ce que les organismes rejoignent autant les jeunes populations et renouvellent le public et continuent
à conserver les gens des générations plus vieilles. Donc, la pérennité des activités de médiation et l'acquisition des savoir-faire nécessaires à leur qualité inquiète. Alors là, on touche vraiment à ce qui a été énoncé précédemment sur cette idée d'être capable de le faire à long terme. Et ça, on pourrait s'étendre longtemps, mais il y a un sentiment d'éternel recommencement. Et ça, il y a un témoignage qui m'a énormément frappée. Quand cette personne-là l'a mentionné, elle a dit, écoutez, nous, on a eu du financement pour faire de la médiation numérique. On a eu notre financement une première année. On a fait le projet. Ça a été un grand succès. On est revenu une deuxième année pour bonifier ce projet-là et ça a été refusé en disant, ben non, vous l'avez déjà fait. Donc là, ça ne marche plus parce que là, vous l'avez fait, passez à autre chose. Alors, vous voyez, cette perspective qui fait en sorte qu'on n'est pas dans la pérennité. Et c'est ce qui a été un peu invoqué dans la question qui a été posée tout à l'heure par rapport aux subventionnaires, c'est qu'on a besoin d'être un peu dans cette évaluation-là pour dire qu'est-ce qui s'est passé vraiment et comment on peut le développer. Alors, pour travailler sur ça, il faut changer nos façons de faire et on voit que les gens mentionnaient qu'ils sont davantage sur de l'improvisation, puis ils voient un petit peu comment ça fonctionne, que sur des savoirs intrinsèques et des savoir-faire qu'ils ont acquis par une compétence ou par une formation. Il y a aussi peu de ressources pour en saisir les bienfaits. Donc, comment on fait ça et qui s'en occupe? Alors, ça devient important et de là, le fait que Hervé s'est penché beaucoup sur les outils d'évaluation pour appuyer cette démarche-là. Et il faut que ce soit un développement à long terme, dans un esprit de développement des compagnies et des diffuseurs. Donc là, il y a aussi un problème, étant donné qu'on est toujours en train d'avoir l'impression qu'on recommence puis qu'on est essoufflé à le faire, comment on s'organise pour s'assurer que ça se fait à long terme. Donc, qu'est-ce qu'une réussite? On a posé la question parce qu'on voulait savoir comment les gens le percevaient. Alors, ça va varier selon la posture et le positionnement, mais surtout les visées et la conception qu'on se fait de la médiation culturelle. Alors, par exemple, on va dire, lorsque la médiation fait événement, donc il y a un buzz là-dessus tout à coup, tout le monde en parle, tout le monde veut le voir, il faut faire des supplémentaires, ou on réinvite la compagnie l'année d'après pour dire « Hey, c'était tellement extraordinaire votre spectacle », on le reprend. Il y a aussi les retours des bords de scène, c'est nommé comme ça. Alors, les retours qu'on fait après les spectacles ou les présences à d'autres activités. Mais ce qu'on peut constater aussi, c'est que les gens qui vont rester sur les bords de scène, c'est les gens qui ont aimé ça, en grande partie. Ce n'est pas les gens qui n'ont pas aimé ça. Souvent, ils vont quitter, puis on ne saura pas trop ce qu'ils pensent. Mais au moins, il y a un retour positif, ou en tout cas certaines dimensions de l'échange qui vont nous permettre de voir que ça a été positif. Et il n'y a pas d'outils, on revient tout le temps à ça, d'évaluation pour mesurer l'impact, parce qu'on a posé la question et tous étaient unanimes pour dire qu'il y en a très peu, ou en tout cas des organismes, il y a quelques organismes qui ont énormément de moyens, qui ont la capacité de le faire et qui le présentent, parce qu'il y a des gens qui sont dédiés à ça et qui le font de façon professionnelle constamment, c'est leur travail. Alors, quels sont les défis d'intégration des aspects médiatiques? D'abord, pour faire circuler l'information, on peut comprendre les documents. On a évidemment toujours un peu cette crainte que la médiation va peut-être remplacer l'expérience de l'œuvre, mais en même temps, on dit, quand c'est réussi, on se sent vraiment dans une complémentarité, on dit, ça a marché. C'était quelque chose de vraiment formidable. Alors, les savoirs versus les savoir-faire, on n'a pas les outils de médiation, même si on connaît bien sa pratique artistique. Donc, il y a un besoin de compétences, donc de formation, et ça, c'est inévitable si on veut entrer dans cette ère-là et mieux travailler sur le terrain. Alors, il faut évidemment des fonds, il faut des moyens et il faut aussi une volonté. Donc, par rapport à cette volonté-là, le temps fait en sorte que c'est difficile parce que les tournées sont serrées dans le temps. Ça ajoute au temps de la création et, selon les gens des compagnies, une certaine lourdeur.
Et en danse, je le mentionne parce que c'est apparu, il y a un clivage des publics selon le genre qui crée une difficulté supplémentaire, je dirais, parce que les gens vont s'attendre à voir un genre précis, comme par exemple le ballet, ils vont avoir un spectacle de danse contemporaine ou vice-versa, ou ils vont vouloir voir du hip-hop, puis finalement, ça va être un autre genre de danse qui leur convient moins. Donc, on a à travailler là-dessus parce que les clivages sont très importants. Alors, le fait saillant numéro 6 est vraiment intéressant parce qu'il a amené à une conceptualisation nuancée, intéressante. La démocratisation culturelle versus la démocratie culturelle. Et l'un n'exclut pas l'autre, entendons-nous bien. Ils peuvent être complémentaires, mais il y a donc une différence quand même à mentionner. Alors, la démocratisation culturelle, c'est l'accessibilité au plus grand nombre, donc l'accès accru à l'art, tandis que la démocratie culturelle, c'est l'expression artistique de tous, dans toutes les couches de la société. Donc, c'est un peu, rappelez-vous ce que je vous disais tantôt, dans les approches directionnelles, unidirectionnelles, bidirectionnelles et un nouveau modèle, où est-ce qu'on tente de mettre le public comme étant ceux qui décident de la façon dont va se créer la rencontre. Alors, j'ai mis des citations pour chacun d'entre eux. Alors, quelqu'un qui dit tout à coup, ils dansent et ne savent pas qu'ils font de la danse. Je trouve ça intéressant. Tandis que le deuxième, qui est associé à la démocratie culturelle, mon défi consiste à rencontrer des gens pour qu'ils découvrent leur potentiel artistique et en ayant contact avec ce potentiel-là, d'être plus sensibles aux œuvres et aux propositions qui les entourent. Alors, les constats, la médiation, c'est un complément à la rencontre avec le spectateur. La majorité qui en font le disent. La médiation numérique présente des avantages et des désavantages. Les organismes actifs dans les arts de la scène ne partagent pas la même vision de la culture. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que cette diversité-là de vues est aussi dans notre société. Alors, c'est un peu le reflet de ce qu'on comprend par la notion de culture, qui est aussi variée que, par exemple, nous, à l'université, il y a de champs de recherche. La définition de la culture en sociaux n'est pas la même que celle artistique, mais on peut voir qu'on va avoir tendance à confondre la notion de culture et la notion aussi artistique. Parce que la culture, c'est notre ancrage social relationnel. Donc, le hockey fait partie de la culture. Mais l'artistique est une autre dimension qu'on a besoin de mettre en valeur. Donc, la médiation recourt à des savoirs et des savoir-faire distincts selon les arts de la scène aussi. Donc, on ne travaille pas de la même façon en théâtre qu'on travaille en danse ou en art circassien. Ça, c'est assez intéressant parce que le théâtre va être davantage orienté sur faire comprendre l'esthétique et la théâtralité des choses, tandis que la danse et l'art circassien vont être davantage tournés vers faire vivre une expérience et faire apprécier l'art en général. Mais, comme le théâtre d'ailleurs, mais l'expérience en danse et en art circassien est au cœur de la médiation, tandis qu'en théâtre, on est plus sur les dimensions esthétiques. Il y a un tiraillement entre vocation et obligation à cause de tous les facteurs qu'on a énumérés préalablement, et la démocratie culturelle et démocratisation sont deux approches qui existent sans problème. Alors, la conception de la médiation, c'est un complément artistique, gage d'une réussite esthétique, une corrélation avec l'œuvre, souvent. On va avoir une occasion d'approfondir le rapport au public avec l'œuvre et les artistes. Donc, ça aussi, c'est très, très valorisant et important. C'est une éducation des publics aux formes d'art plus complexes, donc par des discussions, des ateliers, un outil de promotion et de développement, un contexte souvent aussi d'action sociale et publique. Donc, comme je mentionnais dans mon petit tableau ontologique, là, les artistes sont conscients de leur action et de leur importance dans la société sur ce que constitue leur art pour faire développer les consciences et la vie sociale. Action particulière pour les publics vulnérables, il y en avait beaucoup, et ça permet souvent par l'art des mises en lumière de sujets difficiles dans cette médiation-là qu'on ne ferait probablement pas autrement. Tandis que le côté un peu plus négatif, encore là, faut-il être nuancé quand on dit négatif, moins positif, disons-le, peut détourner l'artiste de son action.
Donc, et ça transparaît dans ce que je vous ai livré tout à l'heure quand même, là. Parce qu'on est toujours sensible au fait que les arts vivants doivent garder ce lien avec le public qui est relationnel, mais directement. Pour certains, alors ça, c'était intéressant et c'est revenu à plusieurs reprises. On a glissé rapidement là-dessus, mais je veux le dire d'une façon plus spécifique. Certains prétendent que ce seraient les diffuseurs qui devraient travailler davantage sur le développement de la médiation culturelle et numérique parce qu'ils ont le financement, parce que les compagnies vont développer des projets à leur demande et selon leur clientèle, qu'on peut adapter l'action de médiation aux différents publics concernés par les diffuseurs. Madame Beaulieu, oui? juste vous dire le temps oui, j'ai quasiment fini. Je sais, juste pour vous le dire que… Merci, j'ai presque fini. C'est gentil, merci. Orientés vers le développement de public et peuvent tenir des statistiques sur les clientèles et la popularité des activités. Vous voyez, là, je commence à bafouiller. Bon, alors ma dernière diapositive, elle est très importante. C'est des constats plus personnels que j'ai faits. Évidemment, on voit que le milieu artistique subit beaucoup de pression pour s'investir dans la médiation. On le dit tout le monde. Peu de ressources pour la formation et le développement des compétences dans le domaine. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que suite à cette recherche-là, j'ai fait faire par une assistante de recherche de colliger. J'ai fait colliger tous les programmes qui existent sur la médiation culturelle et numérique en art pour constater qu'il y a une adéquation à l'heure actuelle des programmes avec la vocation artistique. Parce que les canevas ont été faits sur des modèles de subvention des sciences humaines. Et ça, c'est un travail qui serait important à faire sur les programmes qui sont accessibles pour qu'ils soient plus en lien et en phase avec ce qui existe et la vocation artistique à partir de tout ce qu'on vient de nommer. Et il n'y a pas de programme pour se développer dans une perspective à long terme. Vous avez pu vous en rendre compte par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est mon dernier constat. Et il faut remédier à cette situation-là. Donc, j'avais l'intention d'écrire un article là-dessus. Avec Hervé, on en avait parlé, sauf que là, ce qu'on a appris, c'est que les organismes subventionnaires vont changer les programmes. Alors, on s'est dit, on ne sera jamais capable d'écrire assez vite pour aider la communauté là-dedans. Donc, finalement, on n'a pas écrit d'article, mais je voulais quand même vous mentionner ces aspects-là. Alors, voilà, j'ai terminé. Madame Gignac. Merci, désolée, c'est super intéressant. Non, c'est correct, c'est correct. Le temps est une donnée rare. Aucun problème, aucun problème. Non, ça va. Écoutez, on a respiré avoir une dernière période de questions. Comme le temps nous manque, je vous ai laissé mon adresse courriel dans le chat. N'hésitez pas, je pourrais faire suivre aux chercheurs, vous transmettre de l'information. Mais bref, je suis disponible là, pour être en soutien aux participants aujourd'hui, aux organismes là, qui auraient besoin de précision concernant cette étude. J'ai envie de vous dire aussi que c'est le début, on l'a mentionné en introduction. Il y a un guide des pratiques inspirantes qui s'en vient. On entend aussi beaucoup dans le milieu culturel que la mutualisation des ressources est une donnée vraiment importante, que la pandémie nous a rapprochés. Donc, j'ai envie de lancer aussi que je demeure disponible dans cette optique-là à l'ensemble du milieu qui est intéressé. Et donc, je voulais remercier les chercheurs pour leur participation pour cette importante étude. Donc, merci à Hervé Guay, Louis-Patrick Leroux et Marie Beaulieu pour cette présentation des résultats. Et un court merci aussi, je veux prendre le temps de remercier Aurélie Loret, agent de développement numérique, pour son aide dans l'animation, et à Javier Garcia, qui est responsable des communications ici au Conseil québécois du théâtre, pour son soutien dans l'organisation de ce webinaire d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai envie de vous souhaiter aussi joyeuses fêtes. Merci d'avoir été présent. Bon congé, reposez-vous. Et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Caroline, ainsi que les responsables du RQD et d'Ampiste. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis je voudrais remercier aussi les participants, le public, d'être venus entendre ce qu'on avait à dire à propos de nos recherches. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.